Donc deuxième livre dont je vais parler là, c'est L'étrangère. J'ai trouvé qu'il y avait trop de thèmes abordés différents. J'avais une sorte d'impression de progression sur les thèmes du livre, mais la dernière partie c'est sur les amours, enfin sur ses amours à elle, et je trouvais qu'elle avait rien à faire là, elle avait quelques petits discours dedans, mais qui vraiment étaient complètement déplacés et hors de propos, si on peut dire qu'il y avait vraiment un propos, mais en tout cas hors du propos que moi je pensais tirer de ce livre. À la limite, peut-être que cette partie-là, qui a l'air un peu HS, en fait, elle peut montrer que même dans cette partie de sa vie qui est très, très personnelle à elle, donc ses amours, il y a toujours sa famille qui vient jouer un rôle, qui vient s'insérer et un peu empoisonner son existence, si on peut dire ça comme ça. Parce que je pense que s'il y a bien un thème, oui, donc c'est vraiment la famille, c'est vraiment essayer d'appartenir à quelque chose. Je suis bien contente d'avoir fini le livre, parce qu'effectivement, comme je le pensais, la dernière partie est bien plus intéressante que tout le reste, parce qu'elle est beaucoup plus analytique et beaucoup plus critique. C'est là où elle fait vraiment beaucoup d'allusions au langage et aux barrières qui se mettent devant les sourds. Par exemple, même dans les sous-titres, elle se questionne sur comment rendre des sous-titres plus vivants, comment des sous-titres peuvent faire passer plus de choses que genre en changeant la police, en changeant la couleur. Pour moi, l'intérêt est presque anthropologique en fait dans ce livre, parce que on dirait vraiment, et c'est écrit comme ça je trouve, une monographie qui serait juste un amas de données comme ça, brutes, à analyser. Des données sur, bah oui, sur les personnes qui immigrent, sur les petits villages d'Italie, sur les personnes marginales. Sauf que, en fait, c'est même pas ça, parce que je ne sais pas quelle part prend la fiction dans ce livre. Il y a beaucoup d'allusions hein, au fait que ce qui est raconté n'est pas forcément vrai. Mais du coup, je me demande quel est l'intérêt. Hein. Donc autant dire que je ne recommande pas ce livre. Je pense que ce livre était pas pour moi. Je saurais pas dire pour qui il est. Ensuite, j'ai lu Meet Cute Diary de Emery Lee, qui est du coup une romance que j'ai lue pour remplacer Kit Webb, parce que, comme vous l'avez vu dans les clips d'avant, je ne pouvais pas comprendre le narrateur. J'ai laissé tomber Kit Webb et du coup j'ai lu Meet Cute Diary. Et qu'est-ce qu'il était bien. Je le sais qu'il est bien, tout le monde l'adore. J'ai vu personne le critiquer négativement. Et franchement, il est superbe. Il n'existe pas en français. Pas encore, je crois. Mais je pense que ça ne saurait tarder parce qu'il est vraiment très populaire dans les pays anglophones en fait. Ça parle d'un garçon trans qui... J'ai oublié son nom, je suis désolée maintenant. Qui tient un blog, Tumblr, dans lequel il écrit plein d'histoires, des meet cute comme on dit en anglais, qui sont l'origine story des couples quoi. Il écrit donc des meet cute de personnes trans sur son blog, en les faisant passer pour des vraies histoires, alors qu'il les invente, des vraies histoires que des personnes lui auraient envoyées. Son but à lui, c'est de donner de l'espoir aux personnes trans pour qu'elles puissent penser que bah, c'est possible pour elles d'avoir une histoire d'amour comme tout le monde, quoi. Le livre se passe pendant les vacances, et il va essayer de trouver l'amour. Voilà. Pareil, franchement, voilà, le livre que j'aime, je sais pas comment en parler, mais il est vraiment très bien, il est très mignon, il est drôle, les personnages sont parfaits. Dedans, il y a tout plein de trucs qui, moi, me touchent beaucoup aussi et qui... Enfin, il n'y a rien d'autre à dire de plus, quoi. Ça parle donc effectivement d'amour, mais ça parle aussi quand même d'amitié et de relations à distance. Mais n'allons pas chercher trop loin pour des thèmes, juste c'est un livre adorable avec une histoire d'amour adorable, et c'est tout. Et des relations adorables entre frères et entre amis. Voilà. Ensuite, j'ai lu Other Words for Home, écrit par Jasmine Warga, qui est aussi un livre pour enfants, qui parle de Jodeh, qui est une petite fille syrienne, qui, suite à la guerre en Syrie, va déménager aux États-Unis chez son oncle, pendant que son frère et son père restent en Syrie. Son frère qui est très engagé dans la lutte pour le peuple syrien. Et donc le livre parle de comment elle, un peu comme le titre l'indique, oui, comment elle va se faire son chez-soi ailleurs, comment elle va réussir à se sentir légitime d'être où elle est et se sentir chez elle en fait, dans ce nouveau pays où elle va rester sans doute toute sa vie. Et on va voir la différence entre elle qui a vécu en Syrie et qui arrive aux États-Unis et sa cousine qui, elle, est d'origine syrienne mais qui n'a jamais vécu en Syrie, qui du coup, sa cousine se sent comme si elle n'avait pas vraiment d'endroit auquel elle appartenait parce que elle n'est pas acceptée forcément aux États-Unis et en Syrie elle est considérée comme l'américaine quoi. Il y a cette question de se sentir chez soi et de trouver une communauté mais sous différents angles. Pareil, j'ai complètement adoré ce livre. Il est tout mignon. J'adore Jodeh qui est vraiment très attachante.
Pareil, il n'y a pas grand chose à dire dessus pour le coup, c'est juste... c'est un livre qui tient ses promesses. En tout cas, maintenant, je vais lire Le Château des Papayes, qui est le deuxième livre jeunesse que j'ai emprunté à la médiathèque. Je suis pas spécialement dans le mood pour lire un livre jeunesse, mais comme c'est une nouveauté, j'aimerais le rendre vite pour qu'il continue à circuler et que des personnes puissent profiter des nouveautés. Ok, donc aujourd'hui on va faire du minestrone. J'ai préparé tous les ingrédients. Je crois qu'il faut savoir que je déteste cuisiner, donc ça va être amusant. Dans le jeu, les ingrédients c'est une tomate, une carotte et une patate. Donc c'est pas la saison des tomates, donc moi je vais utiliser de la passata, la purée de tomates. Mais je vais quand même rajouter des choses, jeter de l'oignon et surtout de l'ail. Non, j'en ai marre. Plus jamais je cuisine. Jamais de la vie je cuisine. C'est pas trop marrant que dans le livre que je suis en train de lire, il y a littéralement une maison de convalescence qui s'appelle Nouveau Horizon. Et je le lis dans le vlog Animal Crossing New Horizons. Donc Nouveau Horizon. C'est trop bien. J'ai fini Le Château des Papayes. Je suis désolée, j'essaie vraiment d'updater un peu pendant la lecture plutôt qu'à la fin. Mais en fait, là, ces livres jeunesse, ils se lisent tellement vite qu'en 2 trajets de train, bah, c'est lu quoi. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre-là aussi. En gros, le résumé, c'est on est pendant l'été. Les parents de Ware, qui est un petit garçon de 11 ans, travaillent 2 fois plus que d'habitude parce qu'ils veulent s'acheter leur maison avant la fin de l'été. Et du coup, ils faisaient garder Ware par sa grand-mère, sauf que sa grand-mère a eu un accident et donc elle pouvait plus s'en occuper. Donc ils ont décidé de l'amener dans le centre aéré, que Ware déteste profondément. Au bout de quelques jours de centre aéré, Ware se cache dans un arbre. De là, il voit une vieille église toute abandonnée. Et lui, ce qu'il voit vraiment, c'est un château fort. Il est passionné par le Moyen-Âge et par les châteaux forts. Et donc il s'y rend. Et quelle n'est pas sa surprise quand il découvre derrière cette église abandonnée une petite fille à peu près de son âge qui fait du jardinage. Cette petite fille, c'est Jolene. Et donc c'est l'histoire de leur amitié, tout simplement. Voilà. Jolene essaie de faire pousser des papayers pour pouvoir vendre des papayes et se faire de l'argent. Je sais pas si je vous dis pourquoi. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez des avis sans spoiler ou avec spoiler. Parce qu'avec spoiler, je peux donner plus de détails et du coup plus mon avis parce que il est un peu plus clair quoi. Si je fais sans spoiler, je vais pas vraiment tout dire et du coup peut-être que mon avis a un peu moins de sens. Mais en même temps, si je fais ces vidéos-là, c'est aussi pour vous recommander des livres. Donc si jamais je vous spoil tout, du coup c'est peut-être qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je sais pas, dites-moi. Ouais, donc c'est un très beau livre, je trouve. Déjà parce que j'aime beaucoup les livres sur l'amitié entre deux jeunes. Et en plus, encore une fois, j'adore les jeunes dans les livres qui sont des brouillards. Vous voyez, les livres qui montrent que un enfant a quand même un monde, quoi. C'est pas un adulte pas fini, c'est quelqu'un d'assez complet et qui a des rêves et qui a des capacités. Donc là, c'est le cas. J'adore quand dans les livres, il y a des jeunes qui sont passionnés par quelque chose. Et là-dedans, on a 3 jeunes qui sont passionnés par quelque chose en particulier et qui connaissent beaucoup de choses dessus. Pour les thèmes du livre, c'est le réel versus l'imaginaire. Enfin, pas seulement versus, mais le réel et l'imaginaire. Et ouais, le génie des enfants, les enfants qui sont des artistes. Il y a le thème de la différence, parce qu'en fait, Ware, il a un grand complexe, c'est qu'il est différent des autres. Il est beaucoup plus dans son monde, il aime être seul. Il a beaucoup d'empathie pour les autres et pour beaucoup de sensibilité pour le monde. Ce livre me fait penser beaucoup à un autre livre que j'ai lu et que pour le coup j'ai adoré, genre encore plus que celui-là. The Invincible Summer of Juniper Jones. Il y a beaucoup de points communs. Déjà, il y a l'amitié entre 2 enfants, cette idée du monde cruel et réel versus l'imaginaire qu'ont les enfants. En plus, ça se passe pendant l'été. Voilà. Alors, j'ai pas documenté du tout cette lecture, et j'en ai pas parlé encore, mais j'ai lu Afropéa de Leonora Miano, que j'avais acheté parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres antiracistes ou de travail intellectuel sur la race, ça se dit pas trop en France, voilà. Du point de vue des Américains, en tout cas d'un point de vue anglophone.
parce que j'en ai beaucoup lu de Ned Gallet ou même de Scribd, et donc c'est voilà, beaucoup d'anglais. Les questions d'iracisme sont applicables un peu partout dans le monde, mais les réflexions sont pas forcément applicables, elles diffèrent forcément selon l'endroit où on vit, parce que les groupes de gens ne sont pas des monolithes. On peut pas regrouper toutes les personnes noires du monde et dire voici ce qu'elles pensent, voici leur histoire. Et du coup voilà, j'ai cherché un livre comme ça, mais français, et donc celui-là est français. Le terme afropéa, ça vient de théories déjà créées auparavant. En gros, une personne afropéenne, c'est une personne d'ascendance africaine qui est née et a grandi en Europe, donc qui n'a pas connu l'Afrique. Et donc Afropéa, ce serait comme une Europe, sauf que ce serait aussi avec l'Afrique. C'est une utopie qui désoccidentaliserait l'Afrique et l'Europe. C'est pas gagné, hein. Pour elle, l'Afrique ne se dépêtera jamais de l'Europe. Particulier de la France par exemple. Donc l'idée ce serait non seulement que l'Afrique accepte la culture européenne, comme elle le fait, mais aussi l'inverse, qui est des échanges culturels dans les deux sens. Et je trouve que la plupart des livres comme ça que j'ai lus auparavant, ils s'adressaient beaucoup aux blancs, mais c'était bien si tout le monde le lisait, quoi. Là, c'est plutôt l'inverse, j'ai l'impression que ça s'adresse aux Afropéens en particulier, voire même aux Africains, mais que c'est bien si les blancs le lisent aussi. Dans le sens où c'est un livre assez dur, je trouve, sur les Afropéens. Elle pèse pas ses mots. Par exemple, quand elle dit que les Afropéens, vu qu'on les rejette en Europe, elles se cherchent une identité dans un pays qu'elles n'ont même pas connu, et qu'elles fantasment. Voilà, c'est un peu dur quand même à dire. Enfin, à entendre, je veux dire. J'ai beaucoup surligné dans le livre, mais je vais pas du tout essayer de vous retranscrire les idées qu'elle fait passer, parce que, enfin, faudra le lire, si vous êtes intéressé par ça. Mais voilà, c'était un bon livre, il est passé vite, je crois que c'était 210 pages, un truc comme ça. Ah oui, un truc hyper drôle dans le livre, c'est qu'elle défonce complètement Black Panther, le film Marvel. Leonara Miano déteste ce film. Pour elle, les personnes dans ce film ne sont pas noires, dans le sens où, enfin, comme la notion de race a été créée par les blancs, du coup par la colonisation, et qu'au Wakanda, il n'y a pas eu de colonisation, du coup personne n'a pu créer les notions de race, et du coup ils n'ont pas été opprimés, enfin oppressés. Donc pour elle, c'est un paradis artificiel, genre c'est pas un truc qu'on peut essayer, une société qu'on peut essayer d'atteindre et tout. Et aussi qu'en plus Wakanda, c'est presque anti-Afrique. Parce que tout ce qui fait que c'est une grande nation évoluée et tout, c'est que des choses occidentales. La technologie qui est occidentale, je ne sais, j'ai pas vu le film, mais je ne sais quel pouvoir qui vient en fait d'aliens. Donc tout ce qui est génial à propos de Wakanda, ça vient d'un dehors de l'Afrique. C'est assez drôle. Voilà. Et vraiment c'est drôle parce que il y a toute une grande partie là-dessus, mais elle continue d'en parler après ça, en disant et oui, et comme Wakanda, machin, ça c'est pas cool. Bref. C'est super drôle. Ah oui, j'ai une petite critique du livre, c'est que j'ai pas trop aimé comme c'était divisé en parties. Enfin, les parties, j'ai pas trop aimé. Au tout début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit oh bah c'est assez lourd comme écriture, c'est difficile à lire, c'est pas très accessible. Je m'y suis fait au bout d'un moment et enfin ça allait quoi. Après, je me suis dit bon, ça va. C'est voilà, je trouve qu'elle utilise quand même des gros mots. Alors, la Star Mara, j'en suis un peu plus de la moitié, hein. Déjà, de quoi ça parle? On a Nalou qui vole un collier et elle s'enfuit sur un bateau qui se trouve être un bateau plus ou moins pirate. On la garde sur ce bateau parce qu'elle a ce collier dans lequel il y a des écailles de mermaids, des sirènes, l'aide à voir la Star Mara, une espèce de carte des chemins sécurs en mer. En fait, ce collier lui la prévient à chaque fois qu'il y a un obstacle inattendu. Le but de ce bateau pirate, c'est de récupérer un trésor en plein milieu de l'océan, là où la lune, un morceau de la lune est tombé. Et ce morceau de lune tombé fait que toutes les anciennes épaves remontent à la surface. Donc la maîtresse de Nalou veut absolument récupérer ce collier. Alors déjà, c'est un livre qui est très bien écrit dans la tournure des phrases et tout. Il y a plein de mots qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui. C'est sympa parce que du coup, on réapprend des mots, on voit des mots qu'on voit pas souvent. Donc ça enrichit notre vocabulaire. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement pédant. C'est aussi très lourd. Et en plus, tous les personnages parlent comme ça. Il n'y a pas de
de différenciation selon la personnalité dans le texte, quoi. Parfois, ça a vraiment pas sa place, quoi. Ce qui m'amène à l'autre point sur l'écriture, c'est que l'écriture est belle, mais la narration est pourrie. Donc c'est mal écrit dans ce niveau-là, quoi. Genre, on a beaucoup d'infos dump, c'est-à-dire des personnages qui disent « Oh, bonjour Nalou, oh, ton collier, mais moi je sais exactement ce que c'est machin machin », ils font tout un monologue entier sur ce que c'est, et racontent quelqu'un, et la personne lui dit « Oui, alors moi, j'ai des visions hallucinogènes, donc je sais ce qui se passe sur la Lune, parce que je mange du sel rose, et que vous voyez là, et ça fait... » Peut-être que ça ne va pas dans ce que je décris, mais ça a vraiment pas sa place, c'est vraiment... Bonjour, je vous connais pas, je vous dis toute ma vie, et je vous explique en détail ce qui se passe, quoi. Alors que vous m'avez rien demandé. Ce qui fait que l'intrigue avance ultra mal, et de façon pas naturelle du tout, parce que c'est que ça, en fait. Ensuite, il y a le problème de Nalou, qui est un personnage féminin clairement écrit par un mec, avec tous les problèmes que ça peut avoir. Elle se dit qu'il faut pas qu'elle sente bon, parce que sinon, elle va émoustiller l'équipage. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Enfin, personne se dit ça. Et après, aussi, le livre est trop bizarre. Genre, on a des chiens crabes, voilà. Ça s'appelle des crash-chiens. Ce sont des chiens avec des pattes avant de crabe et une carapace de crabe, qu'il faut laver toutes les heures pour qu'ils restent en bonne santé. Comment ça marche? Déjà, pourquoi? En plus, la nuit, comment on fait? On doit se réveiller toutes les heures pour les laver? On en a parlé en début de livre, on a eu beaucoup d'infos dessus, et après, on n'en parle plus. Enfin, parce qu'ils vont revenir à la fin, sans doute, mais bon, c'est trop bizarre. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que le monde est plutôt réaliste, mais il y a juste ces chiens crabes là. En plus des crash-chiens, où il y en a aussi des chats gris, avec une bouche humaine, qui parlent humain, quoi. Et pareil, genre, c'est trop bizarre. Et apparemment, quand tu les manges, tu deviens un chat. Après, enfin, ça, je m'en plains pas, je trouve ça très marrant qu'il y ait ces trucs-là un peu bizarres. Puis ça a sans doute un sens avec la lune qui est tombée. Parce que aussi, il faut pas oublier que c'est de la SF. Pendant tout le début aussi, on nous parle de l'île de fer et des absoups qui sont dedans. En fait, c'est des gens qui sont fous parce que ils veulent vider la mer à la louche. Et moi, je me suis dit, ah ouais, là, on va vraiment entrer dans la SF, ça va être l'île de fer, bah, ça va être un énorme vaisseau. Les absoups, en fait, ils ont une mission hyper importante. C'est juste les colportages qui déforment ce qu'ils font. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Franchement, je kiffe pas, mais j'ai l'impression de mieux parler dans ma vie de tous les jours, ou d'avoir un meilleur vocabulaire, quoi. Ce qui me change de ma vie de tous les jours habituelle, où j'ai juste plein de mots anglais qui me viennent. Et du coup, j'ai un vocabulaire français très pauvre. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'autre livre que j'ai emprunté à la médiathèque, et en fait, c'est du même auteur. Et je sais pas comment j'ai pas vu ça, mais oui, c'est le même auteur. Donc je vais avoir droit à la même écriture, ce qui est pas mal d'un côté. Et en plus, je vais pouvoir comparer, en fait, parce que là, on a vraiment beaucoup de vocabulaire, de lexique de la mer, de la piraterie. Mais du coup, comme l'autre, ça n'a rien à voir avec les pirates, je me demande à quoi ça va ressembler, juste simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voudrais vous parler de Magus of the Library, tome 5, de Mitsu Izumi. Parce que même si j'ai pas montré ma lecture, je l'ai lu. Donc je vais vous résumer un peu l'histoire, même pas celle du tome 5, ce serait du spoil. Mais... Donc c'est de la fantaisie. Dans un monde fort lointain, il y a eu une guerre entre deux peuples. Il a été résolu en gros grâce à des gardiens du savoir. Et maintenant on a une bibliothèque centrale qui est un peu comme la BNF. Mais qui détient tous les livres du monde, et surtout qui détient du coup les livres sacrés. Et du coup, il n'y a pas de question de pouvoir ou d'influence grâce à ces livres sacrés. Et on suit Shiyo, qui est un jeune garçon qui descend de ces deux peuples en même temps, dans son parcours pour devenir Kauna, et qui est en fait bibliothécaire. Le grand truc du livre, c'est protéger les livres, c'est protéger le monde. Donc c'est des histoires très épiques, qui tournent autour de la lecture aussi, et du livre, donc forcément ça fait plaisir à nos petits cœurs de lecteur. Et dans ce tome 5, franchement, j'étais très agréablement surprise parce que le tome 4, oh là là, j'avais pas trop aimé. Et du coup, quand j'ai acheté le tome 5, je n'avais vraiment pas d'espoir que ce soit bien. Je pensais que ça allait être de plus en plus nul, en fait. Ce qui ne m'avait pas plu dans le tome 4, c'est que c'était bien trop épique à toutes les secondes, à toutes les pages, pour rien. Et que c'est le genre de truc que j'aime pas trop dans les mangas de base, c'est quand quelque chose devient trop épique pour rien. Enfin, c'est genre, il se passe rien et c'est en mode, on va faire ça, genre, les amis, machin. Voilà. Et donc là, ça commençait à devenir ça, et c'était vraiment... Le rythme n'était pas bon du tout. Enfin, c'était que du climax, sans modération. Ce tome-là, non, il est pas comme ça, je trouve. Ce tome-là, j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé les personnages, à chaque tome, il y a plus ou moins un nouveau personnage introduit. Et en plus, oui, j'avais encore moins d'espoir parce que mon copain l'avait lu juste avant moi et m'avait dit que c'était la goutte d'eau. Que peut-être qu'on n'allait pas continuer à les acheter parce que, en gros, il l'avait pas aimé du tout. Enfin, il l'avait pas aimé, il avait trouvé ça, je pense, un peu trop. Et du coup, j'avais aucun espoir. Et franchement, j'ai bien aimé. Et puis, encore une fois, les dessins sont magnifiques. Je rachèterai la suite. Oui, alors c'était vraiment super pourri ce livre, hein. Et même pas fun. Ouais, ouais, grave. Ouais, c'était super nul et c'était hyper grossophobe en plus. Ouais, 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 la sirène là, elle était grosse et genre, c'était la méchante et il était trop méchant avec elle. Et le livre en plus, il finit en queue de poisson, sans jeu de mots. Et la fin, elle est pas du tout satisfaisante, on sait même pas ce que devient le capitaine, t'imagines? Ouais, bref, c'était vraiment un livre trop pourri. Et on avait bien raison aussi, les chiens crabes ils reviennent jamais, enfin, ils reviennent à la fin, mais vraiment ils sont inutiles. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'informations dessus, alors que vraiment c'est des persos qui servent trop à rien. Et puis on a essayé de lire le deuxième livre de Pierre Tarvel, c'était vraiment nul à chier aussi, alors on n'a pas la patience de continuer, hein. Ouais. Oh bonjour, oh bonjour, bonjour, c'est les voix peuvent, oh bonjour, bonjour. Peut-être qu'il veut vous demander, mais dis donc, j'ai pas vu d'avis sur mon stress. Pourtant, forcément, elle l'a lu, c'est obligé. Et non, croyez-le ou non, il est disponible dans aucune bibliothèque, nulle part. À la bibliothèque de Toulouse, là, José Cabani, la grande bibliothèque, ils l'ont à partir du tome 2. Ils ont pas le tome 1. Donc, ben, j'ai pas lu mon stress, encore une fois. Et du coup, voilà, à cause de ça, le prompt pour un livre que je prédis être un favori, qui faisait venir Nana sur mon île, il peut pas être complété, donc j'ai pas Nana. J'ai pas Nana. Voyons ensemble qui j'ai. Donc déjà, j'ai lu Freshwater de Akwaeke Emezi, que je vais utiliser pour remplir le prompt, un livre d'un ou d'une autrice préférée, et ça nous fait arriver Bengal dans l'île. Ensuite, on a Meet Cute Diary de Emery Lee pour le prompt romance, qui fait arriver Ken dans l'île. Ensuite, on a Other Words for Home de Jasmine Warga, que j'utilise pour le prompt, un livre qui parle de la famille, et ça nous fait arriver Luna. Puis on a Magus of the Library 5 de Mitsui Izumi, qui est pour le prompt BD. Heureusement qu'il est là pour remplacer mon stress pour ça, et ça nous fait arriver Barry. Ensuite, on a Astar Mara de Brice Tarvel pour le prompt un livre adulte, qui nous fait arriver Ali. Puis Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi pour le prompt un livre traduit, qui nous fait arriver Pietro. Ce livre, j'ai adoré. Doré d'oreiller de Flore Vesco pour le prompt d'un livre qui a une très bonne note sur Babelio par exemple. Doré d'oreiller à 4,24 sur 5 sur Babelio. Ça nous fait arriver Emma. Et puis on a L'étrangère de Claudia Durastanti pour le prompt autobiographie qui nous fait arriver Loupio sur l'île. Le livre aura au moins servi à ça. Puis on a Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker pour le prompt d'un livre publié entre 2021 et 2022. Ce livre-là est sorti en 2022 et ça nous fait arriver Valais. Et ensuite on a tout plein de PNJ bonus qui viennent sur l'île. Déjà avec Afropéa, je remplis le prompt de Thibou qui est de lire un livre qui n'est pas de la fiction. Ensuite avec Tales from the Café de Toshikazu Kawaguchi du coup, je fais arriver Robusto avec son prompt de lire un livre qui se passe dans un café ou même de lire un livre dans un café. Ce que j'ai fait. Et dans tous ces livres aussi que j'ai lus, on peut remplir d'autres prompts. Du coup, si on compte plusieurs prompts pour un même livre, j'ai aussi Gullivar et Gulliver avec Astar Mara. Les prompts, c'est un livre sur une quête et un livre qui se passe en mer. On a aussi Joe, trop bien, avec le prompt de la famille trouvée, le Found Family Trope. Et pour ça, c'est le Château des Papayes qui est rempli. On a aussi KK Slider avec le prompt audiobook. Alors là, j'en ai lu plein, mais je vais y mettre Other Words for Home. Ensuite, on a Amiral, dont le prompt est un livre dont le titre est aussi le titre d'une chanson. Pour ça, c'est facile, j'ai L'étrangère. Ensuite, Sarah avec Astar Mara. Le prompt, c'est lire un livre sans rien savoir dessus. Ensuite, j'ai Ticket et Laguette pour le prompt, un livre avec une très très belle couverture. Pareil, j'en ai plein, ils sont presque tous magnifiques les livres que j'ai lus. Mais je vais mettre D'or et d'oreiller. Et enfin, Ticket et Fayette avec le prompt, un livre qui a plus d'un point de vue. C'est Freshwater qui est rempli. Donc ça nous en fait du petit monde quand même au final. Même si j'ai pas Nana. J'ai pas Nana. Aussi, juste pour que tout soit un peu plus clair, je vais vous lister toutes ces lectures dans l'ordre du livre que j'ai le plus aimé au livre que j'ai le moins aimé, pour que vous vous rendiez un peu plus compte. Mon livre préféré, c'était D'or et d'oreiller. Ensuite, on a Tales from the Café. Ensuite, on a Before the Coffee Gets Cold. J'ai préféré le 2. J'ai pas donné un avis d'ailleurs final, mais ouais. C'est comme le 1, mais encore mieux. Les histoires sont encore mieux, je trouve. Ensuite, Freshwater. Puis Meet Cute Diary.
puis Le Château des Papayes, puis Magus of the Library. Oui, aussi Afropéen, on va le mettre là, même si, comme c'est pas de la fiction, c'est un peu difficile à comparer. Other Words for Home, L'étrangère, et enfin Asta Amara, qui n'a rien pour lui, à part une jolie édition. Voilà, c'est tout pour ce ridathon. Je participerai sans doute l'année prochaine aussi. Dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres que j'ai lus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, même si je sais que la vidéo est très très longue. Et à la prochaine. Bye. We were best friends. I mean, I knew everything about this girl. I knew her favorite color. I knew her favorite food.